Allons plus loin, donc dans l'entretien de la semaine, nous recevons ce soir Jérôme Fourquet, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation, politologue, directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Vous avez publié un livre qui a fait grand bruit, souvent cité par les responsables politiques ces derniers mois, c'est L'Archipel français, et j'espère qu'on aura le temps d'y revenir. D'abord, cette campagne à Paris, sécurité et propreté, ce sont les deux thèmes de Rachida Dati et d'Agnès Buzyn. Certains se sont amusés ce week-end à relever les similitudes entre les deux candidates, entre les deux programmes. Comment vous interprétez cela? Est-ce que c'est aussi parce que finalement LREM est assez proche de LR? Alors peut-être, mais aussi parce qu'ils ont sans doute identifié que c'était des attentes fortes de la part des Parisiens. On a vu les statistiques en matière de délinquance qui s'étaient dégradées au cours des derniers mois. On voit bien aussi, pour vos téléspectateurs qui connaissent Paris, que la propreté dans certains arrondissements laisse à désirer. Les deux sont souvent liés, nous, dans les études qualitatives que l'on peut mener, en disant, voilà, quand il y a un endroit qui est peu entretenu, il y a un sentiment de mal-être ou d'abandon, mais également du coup d'inquiétude qui peut exister de la part soit des habitants, soit des autres. Et donc, je pense que ces deux femmes et leurs équipes ont identifié que c'était des points importants dans les attentes des Parisiens. On voit bien aussi le travail qu'a fait Mme Buzyn de mettre de côté immédiatement tous les grands projets un peu pharaoniques ou un peu structurants qui étaient proposés ou portés par Benjamin Griveaux, parce que les Parisiens ont manifestement envie de respirer. Et ils aspirent à une meilleure qualité de vie plutôt qu'à des grands projets et beaucoup de travaux. Et beaucoup de travaux qu'ils ont eu à subir ces dernières années. Quand on voit des programmes aussi proches, est-ce qu'on ne se dit pas aussi que du coup ça va se jouer finalement sur les personnalités que sont ces candidats, plutôt que sur le fond, plutôt que sur les idées? Puisque finalement c'est un peu la même chose qu'elles proposent, après tout, autant pour celles qu'on aime bien. Oui, alors je reviens à votre question précédente. Il y a quand même, on l'a vu aux dernières élections européennes, toute une partie de l'électorat de la droite parisienne traditionnelle qui avait voté pour En Marche. Cet électorat-là est très fortement anti-Hidalgo. Et il y a une interrogation aujourd'hui pour cet électeur qui peut être un peu strash-tête, c'est de se dire quel est le meilleur bulletin anti-Hidalgo? Est-ce que c'est de voter pour Rachida Dati, qui est historiquement proche plutôt de mes convictions, si on est électeur de droite, ou de faire le pari d'un vote La République En Marche qui sera plus fédérateur et qui pourra plus rassembler? C'est ce qui, je pense, a fait bouger les lignes depuis le début de la campagne, quand Cédric Villani s'est déclaré. Parce qu'à partir de ce moment-là, La République En Marche n'est plus apparue à Paris comme étant l'assurance tout risque contre Anne Hidalgo. Et donc aujourd'hui, on a une bataille pour essayer d'incarner le leadership, ce que dit Rachida Dati, le leadership de l'opposition à Anne Hidalgo. Le vote anti-Hidalgo. Le vote anti-Hidalgo. Ouais. Et on voit elles se battent sur des thématiques et des territoires électoraux qui, du coup, sont assez proches. Donc... Justement, regardons peut-être les chiffres de votre dernier sondage. IFOP fiducial pour le Journal du Dimanche et Sud Radio. Regardons, Anne Hidalgo est en tête des intentions de vote, quand même. Elle tire bon, avec 24%, malgré ce front anti-Hidalgo. Elle est suivie de Rachida Dati, vous le voyez, qui est à 22%, et Agnès Buzyn est à 19%. Le spécialiste des sondages que vous êtes, pourrait-il dire, ça se joue dans un mouchoir de poche ou pas? Ou pas tant que ça? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que là... on est à un mois du scrutin, donc il peut se passer encore beaucoup de choses. Agnès Buzyn vient d'être désignée tête de liste, donc il faut lui laisser le temps de s'installer pour voir des éventuels effets, premièrement. Deuxièmement, on rappellera toujours que c'est une photographie à un instant T et donc pas une projection des résultats. Troisième élément, on l'a vu précédemment, on a des zones de concurrence très fortes entre au moins deux des candidates. Et donc, on va voir comment les choses vont évoluer. Et puis, dernièrement, spécifiquement à Paris, là, nous sommes, par la force des choses, sur un sondage qui a ses limites, sur une photographie sur l'ensemble de la ville. Tout ça va se jouer arrondissement par arrondissement. Il y a certains endroits où on a des dissidents. L'ordre d'arrivée peut être un peu modifié. Il y a le troisième tour à Paris. Alors, il y a le troisième tour, mais il y a surtout le deuxième tour. Oui, c'est le deuxième tour, c'est-à-dire si Anne Hidalgo fait un score qui n'est pas forcément très élevé, à 24-25%, pour un sortant, c'est assez peu. Mais qu'en face, l'opposition à sa personne et à son projet et à son bilan se divise à peu près à part égale entre les listes LR et les listes LREM, elle a alors des chances non négligeables de s'en sortir. Il y a beaucoup de paradoxes parisiens. Aux dernières élections européennes, Paris est une des villes qui a voté le plus pour les écologistes. Ouais. Et là, ils sont à la peine. Ils sont à la peine pourquoi? Parce que Anne Hidalgo capte toute une partie de ce vote écolo. Est-ce qu'elle va être capable, on peut le penser, de faire l'union
avec les écologistes au deuxième tour. Donc dans ce cas-là, on aurait une gauche rassemblée. Et si jamais, dans la plupart des arrondissements, ça se joue en triangulaire, parce qu'on voit mal Mme Buzyn ou Rachida Dati retirer leur liste pour faire trébucher Anne Hidalgo, dans ce cas-là, même en étant minoritaire sur Paris, Anne Hidalgo peut s'en sortir. Alors justement, le camp d'Anne Hidalgo, a-t-il des raisons de s'inquiéter ou reste-t-il serein? On va poser la question à David Assouline, le sénateur socialiste. Il est en salle des conférences avec Fanny Conquis. Il va nous livrer son analyse et il aura une question pour vous après Jérôme Fourquet. David Assouline, on l'a vu selon un récent sondage de l'IFOP, Anne Hidalgo est en tête dans les sondages municipaux à Paris, mais on l'a vu, Agnès Buzyn et Rachida Dati sont tout proches. Est-ce que ce sondage vous inquiète ? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais cela prouve que rien n'est joué, que la campagne est là, que les Parisiens vont se déterminer et voilà, qu'il faut continuer à faire ce que fait Anne Hidalgo, c'est-à-dire être en positif, proposer son projet qui a été mûrement réfléchi, qui s'appuie sur une expérience qui est solide, et puis bien se rendre compte que Rachida Dati, qui est effectivement pas très loin, eh bien, c'est la droite, c'est le retour, c'est la revanche, c'est un retour en arrière qu'il faut absolument éviter parce que ce serait catastrophique pour Paris qui aime sa mixité sociale, qui met le paquet sur la transformation nécessaire pour qu'on puisse respirer, pour que la santé des Parisiens soit préservée, chose qu'elle nie complètement avec les vieux thèmes de la droite. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen a même dit que c'était sa candidate et qu'il était d'accord avec elle et qu'il voterait pour elle. Et se rendre compte que Agnès Buzyn Est-ce que la candidature d'Agnès Buzyn change quelque chose pour Rachida Dati par rapport à Benjamin Griveaux? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'elle copie beaucoup des propos de Rachida Dati et qu'elle n'est pas l'alternative à ce retour en arrière. Donc il faut absolument maintenant continuer cette mobilisation autour d'Anne Hidalgo pour poursuivre ces transformations. Pas de retour en arrière à Paris. Et je le répète, Agnès Buzyn nous parle de priorité sur la sécurité. Bien entendu que la sécurité des Parisiens, c'est important. Mais pourquoi le gouvernement dans lequel elle était il y a encore quelques jours a réduit à ce point le nombre de policiers? On nous dit que c'est l'apaisement, mais comment a-t-elle apaisé l'hôpital qui est en crise de nerfs permanente et qui est au bord de l'implosion? C'était elle qui était à la direction de cela. Donc il ne faut pas seulement avoir des mots. Sans beaucoup de programmes, on ne connaît pas encore le programme d'Agnès Buzyn. Moi-même, j'ai des choses à lui reprocher, mais beaucoup de Parisiens sont déçus de cette entrée en campagne d'Agnès Buzyn. Ils se disaient, bon ben voilà, peut-être que là, on va avoir une modérée, mais elle reprend tous les thèmes de la droite à Paris. David Assouline, vous le savez, Jérôme Fourquet est en plateau avec Rebecca Fitoussi. Je vous propose de regarder la caméra et de lui poser votre question. Oui, j'ai une question. C'était un test, cette élection municipale, pour le parti présidentiel qui, pour s'asseoir durablement dans la vie politique française, dans cette élection de proximité en profondeur dans le pays, devait montrer qu'il était là et qu'il avait transformé l'essai de la présidentielle et des législatives. Pouvez-vous nous indiquer à quel étiage il est globalement dans le pays, même s'il va peut-être s'abriter derrière d'autres étiquettes, et si cette greffe a pris ou pas? Merci beaucoup David Assouline, merci à vous Fanny, je vous laisse répondre évidemment Jérôme Fourquet. Alors encore une fois, la situation parisienne pour le coup est assez atypique, parce que bien que divisés, les marcheurs pèsent quand même de manière relativement importante ici à Paris. La victoire est loin de leur être assurée pour les raisons qu'on a évoquées. La division fait quand même beaucoup de dégâts, la dissidence Villani. Mais c'est un peu, si on veut, l'arbre qui cache la forêt, Paris. C'est-à-dire qu'ailleurs en France, pour ce qui est de ce qu'on peut en savoir au travers des enquêtes d'opinion qui sont réalisées, dans la plupart des villes où les marcheurs se présentent, et ils sont par construction la plupart du temps non pas des sortants mais des challengers, ils sont dans des situations qui sont très difficiles, avec des scores qui vont entre 5 et 15%. Donc un peu comme au début de la Ve République,
quand le parti gaulliste a émergé, il y avait une locomotive au plan national qui était très puissante, le général de Gaulle, mais le parti a mis des années à s'implanter dans les territoires. Il y avait d'autres forces politiques, les radicaux, le MRP, la démocratie chrétienne, la SFIO, le Parti communiste, qui tenaient quand même pas mal le pays. Et là, on a un peu le sentiment que c'est la même histoire qui est en train de se rejouer à plus de 50 ans de distance. C'est-à-dire qu'il y a une existence et une consistance de La République En Marche au plan national, aussi de manière assez symbolique à Paris, ville capitale, avec une sociologie très particulière, mais qu'ailleurs, l'entrée dans l'atmosphère et puis l'implantation risque de se faire assez douloureusement. Je voudrais qu'on regarde un autre sondage officieux, celui-là. On en parle depuis à peu près 24 heures. Alors du coup, on ne sait pas trop quel crédit lui accorder et vous allez nous éclairer, j'espère. Pour la première fois, le Rassemblement national serait donné en tête à Marseille. C'est le sénateur Stéphane Ravier qui arriverait premier au premier tour avec 25% des intentions de vote. Devant le Printemps marseillais qui regroupe plusieurs partis de gauche à 17%. Viendrait ensuite la candidate LR Martine Vassal, 15%. 15% aussi pour le candidat écologiste. L'ancien LR Bruno Gilles, qui se présente sans étiquette, les talonnerait à 14%. Et la sénatrice Samia Ghali serait à 9%. Que se passe-t-il à Marseille, Jérôme Fourquet ? Alors, à Marseille, comme sans doute dans de très nombreuses villes françaises, on voit qu'on a pléthore de listes qui se présentent. On a parlé de Paris avec cette dissidence des marcheurs. On voit qu'à Marseille, on a une dissidence à droite. Cette dissidence à droite s'accompagne de la présentation d'une liste En Marche. La gauche n'est pas rassemblée non plus à Marseille. Samia Ghali a fait sa liste dans son coin. Mais du coup, ça profite au RN ? Alors, ça profite au RN. Contrairement à Paris, le RN est, on le sait, historiquement implanté à Marseille. Le score n'est pas non plus faramineux. Donc, je ne sais pas de qui a fait cette enquête et si elle est sérieuse ou non. Mais à 25%, sur une ville comme Marseille, c'est quelque chose qui est assez raisonnable. Mais compte tenu de l'éclatement des forces politiques traditionnelles ou nouvellement émergées, comme En Marche, qui s'opposent au RN, il y a une possibilité, on va dire, statistique ou mathématique qu'à 23, 24, 25%, vous soyez en tête au premier tour. Mais c'est au deuxième tour que et c'est au deuxième tour, là aussi, pour le RN. Et le RN, là, a une vraie limite, c'est qu'il n'a pas d'alliés. Donc il n'y a pas de réserve de voix. Donc il nous a habitués déjà à faire des scores en boulet de canon au premier tour, dans certaines villes, avec des niveaux de proches de 30%, aux municipales comme aux élections départementales ou aux régionales. On se souvient, par exemple, la nièce de Mme Le Pen, Marion Maréchal, aux élections régionales dans la région PACA, en 2015, était à 40% au premier tour. 40% au premier tour. Et elle fait 45% au deuxième. Donc là, on est sur des niveaux bien moindres, mais c'est la même logique. Tout ça nous montre qu'on a un paysage qui, depuis 2017, avec l'arrivée de La République En Marche, l'effondrement du PS, l'effondrement de la droite, maintenant la montée en puissance des écologistes, les tensions entre communistes et insoumis, on a un paysage électoral qui est très très éclaté, très archipélisé, selon la formule consacrée. Et donc les forces dominantes, Anne Hidalgo à Paris ou le RN éventuellement à Marseille, avec 23, 24, 25%, vous pouvez être en tête d'un premier tour. On y verra peut-être un peu plus clair dans 1 ou 2 jours, quand les listes seront officiellement déposées en préfecture et on verra qui sera sur la liste de départ. Un mot du cas de Perpignan, intéressant lui aussi. Vous l'avez étudié de très près avec Nicolas Lebourg dans une étude intitulée « Perpignan, une ville promise au Rassemblement national ». Point d'interrogation. Évidemment, tout est dans le point d'interrogation. Alors là, on a un niveau pour le RN qui est un niveau de départ qui est encore plus élevé, aux alentours de 30%. Et là aussi, on a une situation d'extrême division avec différentes listes de gauche, des listes indépendantes, la liste du maire sortant qui se présente. Et là, le cas est un peu similaire à celui de Paris, en ce sens que marcheurs et droite convoitent le même électorat, pour le coup anti-lepéniste. Et donc, on a des hypothèses de premier, mais surtout de deuxième tour, alors qu'il faut regarder avec prudence, on est encore loin du scrutin, mais qui montrent que dans le cas d'une triangulaire ou d'une quadrangulaire, Louis Alliot, le candidat du Rassemblement national, avec 35-40% des voix, pourrait éventuellement l'emporter. Donc on est dans des conditionnels et tout ça renforce Madame Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, qui, pour ses troupes, a tiré le signal d'alarme il y a quelques mois déjà, en disant il y a beaucoup de villes dans ma région, alors elle pense surtout, je crois, à l'ancienne région Languedoc-Roussillon, où s'il n'y a pas de rassemblement large au deuxième tour,
le Rassemblement national pourrait éventuellement l'emporter. Un tout dernier mot quand même sur le RN, puisqu'il avait emporté une douzaine de villes en 2014, qu'a priori le bilan est plutôt positif si on écoute les habitants des villes concernées par ce maire RN. Est-ce que quand même progressivement le RN n'est pas en train de montrer qu'il est capable peut-être de gouverner, de gérer Alors, ce sera un des enseignements, vous avez raison, du scrutin. Est-ce que, contrairement à la précédente expérience du Front National au niveau municipal, c'était en 1995, et donc l'élection suivante, c'était 2001, est-ce que cette fois-ci, ils conservent leur mairie, ce qui montrerait qu'il y a un satisfecit des populations concernées? Dans différentes villes, cela semble assez bien engagé pour le RN. Sans doute qu'ils ne vont pas garder les 11 villes, mais ce sera un signal. Maintenant, vous voyez qu'on est quand même sur 36 000 communes en France. Ils en gèrent une dizaine ou une douzaine. Marine Le Pen aspire à être la principale opposante à Emmanuel Macron. Il faut non seulement garder les villes, mais aussi sans doute en conquérir des nouvelles pour montrer qu'il y a une vraie dynamique. Et là, l'affaire semble peut-être un peu plus compliquée. On fait un petit écart de thématique. Ce week-end, Emmanuel Macron était au Salon de l'Agriculture. Le chef de l'État y a passé 13 heures samedi. L'occasion pour lui de distiller des petites phrases à droite à gauche, c'est le cas de le dire. On a retenu cette séquence qui peut être intéressante à analyser. Je voudrais qu'on la regarde et on en parle après. La mise en place du RIC, ce serait bien aussi. Vous parlez de démocratie, soyez vraiment démocratique. Mais la démocratie, vous savez, c'est ce qu'on fait avec la Convention citoyenne, c'est ce qu'on fait avec des parlementaires qui sont élus et qui choisissent, c'est la démocratie. Elle est pas, non, c'est pas une réelle démocratie. Regardez, vous avez tout le monde dans la rue. Vous avez du monde dans la rue. Je ne crois pas qu'il y ait tant de monde que ça dans la rue, je suis très sensible. Venez dans la rue. Alors moi, j'ai trop de travail malheureusement pour pouvoir venir dans la rue. Moi aussi, j'en ai du travail. Donc, je fais 6 jours sur 7. Mais moi, je vous écoute. Et moi aussi, je vous entends. Et donc, j'essaie de vous dire que parfois aussi, vous êtes en colère sur des choses qui ne sont pas vraies. Je ne crois pas qu'il y ait tant de monde que cela dans la rue et je travaille trop pour venir voir ce qui se passe dans la rue. Quel enseignement vous tirez d'une telle séquence, sachant qu'on est dans une France post-Gilets jaunes, post-grand débat? Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, elle dit qu'il y a un fossé très profond qui s'est creusé entre toute une partie de la population et Emmanuel Macron. Ce n'est pas le premier président de la République à être impopulaire, un peu plus que passer la mi-mandat. Mais cette impopularité, elle s'est durablement enquistée, incrustée. Et le fait que, pour le coup, il a raison, en termes de gilets jaunes ou même de manifestations contre les retraites, la mobilisation baisse. Mais le fait même qu'elle se poursuive, qu'on soit à l'acte 60 ou 61 des gilets jaunes, s'il y a encore quelques centaines ou milliers de personnes tous les samedis dans les rues de France, qu'il y ait encore des grèves dans certains secteurs de notre économie, ça montre que toute une partie de la population française est très très remontée contre ce pouvoir. Les braises sont encore là. Les braises sont encore là et que ce qu'on évoquait tout à l'heure, tout ça rend encore plus compliqué l'implantation au niveau local des candidats qui se revendiquent de la République En Marche, parce que non seulement ils sont outsiders, mais ils ont en plus un climat national qui n'est pas porteur, avec une défiance qui est quand même assez forte. Il nous reste très peu de temps. Je parlais de votre livre phare, mais je voudrais qu'on y revienne vraiment, L'archipel français. Vous y décrivez une nation morcelée, divisée, fragmentée, fracturée, des divisions culturelles, cultuelles qui s'accélèrent depuis une vingtaine d'années. Je résume pour les téléspectateurs qui ne le connaîtraient pas encore, ce livre. Ce qui m'amène à vous parler de la lutte contre le séparatisme voulu par Emmanuel Macron. Le chef de l'État a fait un déplacement à Mulhouse sur le sujet la semaine dernière. On réécoute en quelques secondes ce qu'il a dit et vous nous dites ce que vous en pensez. Notre ennemi est à ce titre le séparatisme, c'est-à-dire ce phénomène que nous observons depuis des décennies, qui est une volonté de quitter la République, de ne plus en respecter les règles, d'un mouvement de repli qui, en raison de croyances et d'appartenance, vise à sortir du champ républicain. Et ça n'est pas acceptable. Alors, on voyait un chef de l'État qui peut-être n'avait pas compris ce qui se passait dans la rue, mais est-ce que là, il a peut-être compris ce qui se passe sur le plan du communautarisme ou du séparatisme? Est-ce que le mot est peut-être plus proche d'ailleurs de ce que vous dites, archipélisation de la société? Alors, s'il emploie le terme séparatisme, c'est à dessein, c'est pour montrer qu'on est à un stade supérieur que celui du simple communautarisme et qu'il y a une volonté avérée dans certains territoires de, comme il l'a expliqué, faire nation ou société à part et de se détacher de la République. Il y a une prise de conscience manifeste de la part du président de la République qui peut-être, sur ces sujets, n'avait pas tous les capteurs, en tout cas quand il a été élu, ou qu'il n'avait pas forcément comme tropisme naturel de regarder ce qui se passait de ce côté-là. Et on était sur un logiciel qui peut-être n'était pas complètement à jour. Depuis des travaux comme celui du professeur Rougier ou d'Hugo Micheron, de l'équipe du professeur Keppel, ont montré
comment dans certains quartiers, les choses s'étaient très fortement dégradées, s'étaient durcies. Et ce qui était frappant dans le propos du président de la République, de mon point de vue, c'est qu'il parle de dizaines d'années. Et ces chercheurs ont montré que le travail d'implantation des salafistes remonte au moins à la fin des années 90. Donc ça fait 20 ou 20 ans que les choses se sont mises en place progressivement. Il y a une espèce d'incubation. Alors, ce n'est pas tous les quartiers français qui sont concernés, bien évidemment, mais dans certains territoires, et les enquêtes de l'IFOP le montrent, on a, par exemple, 1/4 à 30% de la population de confession ou de culture musulmane qui déclare que la charia doit être placée au-dessus des lois de la République. Et ces proportions sont encore plus fortes dans les jeunes générations. Là, on monte à quasiment 40%. Donc, il y a des sujets très sérieux à regarder. Il n'y a bien évidemment pas d'amalgame à faire, mais il faut sans doute les affronter. Et pendant trop longtemps, soit on les a mis sous le tapis, soit on les a peut-être minimisés. Le président de la République, en prenant ce terme de séparatisme, a voulu frapper et marquer les esprits. On verra ensuite si les actes suivent et si les solutions qui sont proposées sont à la hauteur, parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Encore une fois, les choses se sont détériorées progressivement depuis une vingtaine d'années. Et il va être maintenant assez compliqué, en un laps de temps court, de faire machine arrière. Merci infiniment, Jérôme Fourquet, d'avoir été notre invité dans l'entretien de la semaine. Je renvoie une nouvelle fois à ce livre que vous avez publié il y a quelques mois maintenant, L'archipel français, mais qui est beaucoup repris. Merci à vous. Dans un instant, audition publique. L'invité ce soir est Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Et puis demain matin, vous retrouvez comme tous les jours Oriane Mancini dans Bonjour chez vous, entre 7h30 et 9h. Son invité politique demain, Virginie Duby-Muller. Elle est vice-présidente du parti LR. Très bonne soirée sur Public Sénat.